L'équipe d'Investir Innover en Afrique TV a porté ses regards ce jour sur un quartier de la ville aux 7 collines où un homme a été décapité par les colonisateurs allemands. Son sang coula abondant de son corps, s'étala par terre et resta plusieurs jours sans disparaître, ce qui constitua une mare de sang que les populations curieuses venaient contempler. Quel est le nom de ce quartier où cet individu a été décapité? La réponse est juste après cette transition. Etomeki est un quartier de Yaoundé qui regorge un passé historique. Le quartier doit son nom à la décapitation du chef du village en 1907. C'est la décapitation du chef Onambele au cou par les hommes allemands, Hans Dominique, que le quartier Etomeki tire son nom. Donc, Etomeki, c'est deux mots. Ça, il faut le dire d'abord d'entrée de jeu. C'est deux mots dans nos langues de chez nous, les langues ancestrales. Et toi, qui est d'ailleurs une reprise, parce que le vrai nom c'est Etor, Tormeki, qui fait référence à ce qui coule, quelque chose qui coule. Ce n'est pas un siège, comme beaucoup de gens ont l'habitude de le dire. C'est plutôt quelque chose qui coule. Et Meki fait référence au sang. Pour comprendre l'avènement de ce nom, il faut retourner à la période allemande, l'occupation allemande au Cameroun. Parce que en réalité, c'est que mon grand-père, ancêtre que je salue, Nambelonkou, le grand résistant, qui s'était opposé farouchement aux Allemands et qui à la fin avait été capturé, après s'être débattu avec les gardes, a été capturé et a été décapité ici, à Tomeki. Et il s'en est suivi une série d'exécutions. Les Allemands voulaient donner ce qu'on appelle un exemple pour qu'on leur fasse plus résistance. Donc, c'était donc devenu un lieu d'exécution de beaucoup de, entre guillemets, je dis bien, beaucoup de rebelles. Donc, le lieu a pris la nomination parce que justement le sang était versé ici. Ils avaient choisi de donner une sorte de leçon à tous ceux qui allaient se rebeller. Et notre quartier, notre site, pas très loin de la chefferie, là où nous sommes, est devenu un siège de sang. Et Tomeki. Tout serait parti d'un conflit d'autorité entre clans Mvogada du territoire Djungolo. Les notables d'alors ne supportaient plus les brimades de leurs cousins qui leur étaient inférieurs avant l'arrivée des colons, se sentant trahis par le colonisateur qu'ils avaient accueilli sur leur terre. Onambele Oku et ses administrés ont attaqué le camp allemand en l'absence du gouverneur. Onambele, suite à cela, va être décapité. Sa tête a été amenée au gouverneur allemand et le corps était resté gisant dans une mare de sang. Les populations qui revenaient à cet endroit l'appelaient Etok Meki. Le nom originel, du moins le plus récent connu, c'est Djungolo, le grand village Djungolo, qui va jusqu'à Mangrier, qui se retrouve à Lixono, à Lonkak, Mbala 2 et tout et consorts. Ces villages, réellement, c'est son vrai nom. Djungolo, Djungolo 1, Djungolo 2, les nomenclatures vont jusqu'à 4 ou 5. Donc c'est comme ça que cette zone s'appelle en réalité. Il faut préciser que c'est un village Ewondo, Yewondo, du vrai nom, Ewondo. Beti, en général, parce que le peuple autochtone est certes Ewondo, Mvorada, c'est le clan. Mais nous avons beaucoup d'allogènes qui sont également des Ewondo, qui ne sont pas des Mvorada, qui sont venus s'installer vraiment. On ne peut pas les situer dans une date précise. Mais à la base, c'est un village Mvorada Ewondo. C'est ça. C'est les premiers habitants de ce village. Nous pouvons les trouver aussi dans tous les quartiers qui nous entourent là. Etomeki, des temps contemporains, est limité au nord par le Mfundi, la rivière Mfundi, qui coule derrière les entrepôts de la gare marchandise Ntaba Lonkak et le quartier Eligedjoa. À l'ouest, la rue se perd au quartier Eligesono et à l'est par le chemin de fer. Etomeki, certes, est un tout petit quartier, parce que nous sommes à environ 15 hectares et demi.
C'est une population qui va à 16 000 habitants, selon les derniers recensements. Et on peut, avec affirmation, dire que on retrouve pratiquement toutes les tribus du Cameroun, hein. Toutes les tribus de l'ouest, de l'est, du sud, du nord, dans ce quartier. S'il y a vraiment un mot qui le qualifie, c'est qu'il est cosmopolite. La première particularité, c'est que il est un point focal de la ville. C'est vraiment un point focal de la ville. C'est Yaoundé premier, l'arrondissement Yaoundé premier. C'est le département, là on trouve la sûreté, l'arrondissement, excusez-moi, là on trouve la sûreté nationale. Je pense que sa première particularité vient du fait qu'il rassemble en son sein plusieurs institutions de différents genres, aussi bien sur le plan éducationnel, parce que toi, Mickey, vous pouvez faire de la maternelle à l'université, hein. Nous avons l'université protestante d'Afrique centrale qui est toi, Mickey. Sur le plan commercial, il y a presque tout. Boulangerie, supermarché, petit commerce, alimentation, brocante. C'est vraiment sur le plan économico-social un quartier, si on peut le considérer de particulier, non, mais qui est un quartier qui répond assez aux besoins des populations. Maintenant, sa force vient de son histoire. Vous l'avez dit tout à l'heure en entrée de jeu. L'histoire d'un peuple qui a souffert, qui a vu ses aïeux, ses parents, ses grands-parents se faire assassiner, se faire couper la tête. Donc, je pense qu'on puise dans cette histoire, cet héritage historique pour en faire une force. C'est aussi un quartier qui est très, très, très peuplé de footballeurs de renom, hein, qui sont passés par ici, qui ont fait leur classe ici. Dont le chef même actuel, qui est un ancien grand footballeur connu dans le pays et surtout dans la ville de Yaoundé. Donc je vois que c'est de notre histoire qu'on tire notre force. C'est ça qu'il faut retenir. Dans cette zone, autrefois, on y retrouvait des plantations où on cultivait différentes sortes de cultures. Mais avec le développement, le village s'est métamorphosé. Là, je m'inscris sur la lignée de beaucoup d'autres villages, hein, beaucoup d'autres quartiers, parce que les difficultés sont semblables. Nous avons un réel problème d'hygiène sociale, d'hygiène des ménages, quoi. Parce que moi, je trouve que c'est la première difficulté. Tout part de là. Quand nous aurons réussi à dominer ou alors à organiser, que ce soit la gestion des déchets ménagers, que ce soit la gestion de l'urbanisation du quartier, c'est-à-dire l'urbanisation interne au quartier, les allées, les venues et tout ça, la luminosité nocturne. Quand nous aurons réussi vraiment à mettre ce genre de problème-là, quand on aura réussi à résoudre ce genre de problème, je pense qu'on pourrait se tourner vers d'autres. Parce que ces difficultés-là, on peut les rencontrer dans tous les autres quartiers. Les populations ici sont assez accueillantes. Elles ne sont pas réfractaires. Mais elles ont aussi besoin d'un guide, de quelqu'un qui pourra, au-delà de la chefferie, hein, vraiment leur donner une impulsion. Parce qu'il y a beaucoup de talents dans ce quartier, dans tous les domaines. Mais maintenant, il leur faut... en tout cas, c'est à ça que je m'attelle à faire, hein, à les accompagner. Parce que les difficultés ne sont pas infranchissables ou alors indépassables. Mais je pense que c'est le problème d'encadrement. Il y a beaucoup de jeunes oisifs. Peut-être dans le temps, hein, parce que ce quartier, à l'époque, et là je parle vraiment d'une époque retirée, c'était réputé pour avoir ce genre de personnes qui vivaient dans ces locaux, donc des grands criminels, des grands bandits. Mais depuis près de 40 ans, franchement, et toi, mais qui n'est plus dans cette dynamique, nous avons, c'est clair, comme tout le monde, quelques petites infractions dans le quartier de temps en temps, parce que je peux dire que la société n'est pas toujours facile pour les jeunes, mais nous ne pouvons pas nous considérer comme un village qui abrite du grand banditisme et tout, non. Surtout que nous sommes très proches des autorités sur le plan sécuritaire, la police, l'armée et tout. Donc, c'est quand même facile d'accès pour toutes ces personnes-là s'il y a un quelconque réseau qui se formerait. Voilà, donc c'est ça qu'il faudrait retenir. Etor Meki est un quartier qui a vu naître des stars dans la musique, l'humour, le cinéma, mais surtout au footballistique. Je ne pourrais pas dire félicitations, mais l'honneur a été pour moi lorsque j'ai découvert à un certain âge l'équipe de football de ce quartier. Ça a été vraiment une grande découverte pour moi lorsqu'ils jouaient le championnat célèbre de la Bundesliga au Kansik Longkak.
Voilà, la toute première fois, je ne sais pas quel âge j'avais, hein, je suis allé regarder un match et c'était mon quartier qui jouait. Il y a beaucoup de grands frères qui sont encore là, dans le quartier jusqu'à présent, qui m'ont marqué sur le plan émotionnel, sur le plan du spectacle qu'ils produisaient. C'était une très très belle équipe. Donc c'est l'une des choses qui m'a beaucoup plus marqué dans le quartier. C'est des grands frères que je voyais au quartier avant, je ne savais pas qu'ils jouaient au football. Mais la première fois que j'ai vu leur match, c'était inoubliable, quoi. Voilà, donc je ne peux pas citer les noms, ils vont se reconnaître s'ils voient la bande. Beaucoup plus dans le football, mais dans tous les domaines aussi du cinéma. Vous savez, c'est le bastion ici de Basek Bakobio, hein. C'est ici qu'il a grandi, le méga producteur de cinéma. Et j'en passe, hein, j'en passe, il y en a tellement. Mais c'est vrai que le football, c'est beaucoup plus connu ici, avec Makoun et tout ça. Beaucoup de jeunes sont oisifs dans ce quartier. Nombreux parmi eux sont réputés d'arracher les téléphones. Sa Majesté Fouda Fouda Maxime leur agresse ce conseil. Le message que je pourrais passer, c'est beaucoup plus à la population jeune, qui est pratiquement 75% des habitants de ce quartier. S'il y a un message à leur envoyer, c'est bien celui de la cohésion sociale. Parce qu'en réalité, puisqu'ils sont devenus oisifs par des phénomènes sociaux, Internet et tout ce qui va avec, les paris sportifs, l'année 2024, c'est une année qui s'annonce, je peux dire, délicate. Parce que c'est l'année d'avant les élections présidentielles de 2025. L'année là où beaucoup de gens parlent soit d'une continuité, soit d'un changement. Mais je ne voudrais pas que les jeunes s'y intéressent. Ça, c'est la première chose que je veux qu'ils sachent. Politiquement parlant, il faut qu'ils regardent ça comme on dit, comme un chien devant la télé. Ils doivent se concentrer sur eux-mêmes, à faire les choses ensemble. Parce que s'ils se mettent ensemble, rien. Au contraire, cet État, ceux qui nous gouvernent là, viendront vers eux pour pouvoir les amener là où ils veulent venir. Parce que c'est nous qui créons la richesse. L'État n'est juste qu'un organisateur, un accompagnateur. C'est nous qui créons les business qui permettent en sorte que l'économie vive. C'est la population. Et surtout, c'est la population jeune, talentueuse, parce qu'elle est talentueuse. Elle manque un peu d'intelligence parce que justement, on n'a pas créé des facteurs d'intelligence autour d'elle. Mais cette jeunesse-là, surtout celle de toi, Meki, qui est en plein cœur de la ville, a le devoir de se mettre ensemble et d'apprendre à faire des activités outre que des loisirs. Parce que c'est ça le problème. Trop de loisirs tue la capacité de se concentrer. Rassemblez-vous autour des conférences, même si vous aimez par exemple le football, comme j'en reviens souvent, ça serait peut-être mieux de créer des structures qui encadrent le football. Là, ça vous sort de la distraction et vous ancrez dans une démarche beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus, comment dirais-je, sérieuse. Voilà, ça veut dire un organe de presse comme vous, sur le football local, une boutique de sport, vous rassemblez tous les maillots de l'élite One. Ce sont des activités. Et la chaufferie va toujours vous accompagner. On va trouver des espaces, on va trouver des magasins, on va trouver des trucs. Il y a tellement d'autres choses. Vous pouvez vous spécialiser dans, je ne sais pas quoi, la fourniture de matériel sportif. La FECAFOOT a besoin aussi de ce genre de propositions. Donc voilà le message que j'aimerais donner aux jeunes. Il y a des opportunités, il faut qu'ils se concentrent là-dessus. Ne nous attardons pas sur la chose politique pour l'instant. Créons d'abord la richesse pour notre pays et l'État ne pourra pas nous empêcher. Au contraire, ils seront même fiers et nous accompagneront. Sa Majesté Prince Fouda Fouda Maxime, qui occupe les fonctions intérimaires de son père, qui est le chef de 3e degré de Etoa Meki, a courbé ses propos en encourageant les populations à visiter le quartier Etoa Meki, qui est pratiquement au cœur de la ville. La première chose, c'est que Etoa Meki est devenu un quartier résidentiel. Ce n'est plus un sous-quartier, contrairement à ce que vous pensiez. À l'époque, si vous avez une histoire passée. Etoa Meki est un quartier de personnes accueillantes. Parce que, quoi qu'on dise, les gens ici aiment quand même les événements. Vous pouvez voir parmi nous, là, nous sommes dans une fan zone qui a été prévue pour la CAN à la chaufferie. Donc, beaucoup de gens viennent le soir pour se rassembler, s'asseoir. Donc, c'est un quartier accueillant. C'est un quartier qui a aussi besoin que les gens viennent
pour redécouvrir ce qu'il est devenu. C'est clair que nous manquons encore de beaucoup d'infrastructures, mais je pense que s'il y a bien un quartier à Yaoundé, là, il faut venir en priorité quand vous venez dans la ville. C'est d'abord Toi Meki, parce qu'à partir d'ici, vous pourrez être dirigé partout où vous voulez. Donc, c'est le message que j'ai à passer aux futurs touristes, on va dire ça comme ça.